Salut tout le monde, c'est l'Arcatips, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un petit top 3 par couleur sur les futures cartes, enfin sur les cartes du chapitre 7. Mais avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous le rappelle, on n'hésite pas à faire un petit like, on commente, on partage et puis on s'abonne. Ça vous permettra de ne louper aucune des prochaines vidéos, ça soutient la chaîne et ça me fait plaisir. Et puis en plus c'est gratuit. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. Et bien écoutez, on va pouvoir passer du coup à la présentation des cartes. Donc je le répète, 3 cartes par toute couleur. Je n'ai pas la science infuse, donc c'est mon avis personnel. Ce sera sûrement pas l'avis de tout le monde et ça, toutes les cartes que j'ai choisies ne feront pas forcément partie de la méta. Mais voilà, c'est vraiment les cartes qui, je pense, vont pouvoir percer un petit peu sur ce set. Alors, on va le faire dans l'ordre. Hop. Donc, je vais annoncer la couleur, mais bien sûr, on a une particularité, c'est qu'il y a des cartes bicolores. Mais donc là, on va commencer par la couleur ambre, et du coup, avec ce petit Volt. Alors, qu'est-ce qui fait ce Volt pour 5 ancrables? C'est une 3-5 qui leur a 2. Bon, le body est correct, c'est pas fou, mais ça reste pas mal. C'est le body du Stitch qu'on avait sur le chapitre 1. Il est alter 3. Donc arrivé tour 3, ça peut être fort, même si la base d'altération est pas terrible. Donc je pense qu'elle sera simplement jouée comme ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Chaque fois que vous redressez ce personnage, pour chacun de vos autres personnages sans dommage en jeu, gagnez un éclat de l'or. Et en plus de ça, vous pouvez l'incliner et choisir un personnage illusion et le bannir. Donc si la mécanique des personnages illusion est assez forte dans la méta, et je pense que ça va l'être, du coup cette carte peut avoir tout son sens. Alors pas dans les, je pense pas dans les styles song classiques, mais dans des decks un petit peu plus rush, peut-être un équivalent d'un deck mine, quelque chose comme ça. Je pense que ça peut être intéressant. Ou quelque chose d'encore plus agressif. Donc voilà, c'est une carte qui, je pense, va avoir son rôle dans cette méta. On passe ensuite à Lady, donc une deuxième carte bicolore pour 5 non ancrables. C'est une 4-4, donc un body correct sans plus, qui leur a 2. C'est également un Floodborn du coup qui s'altère pour 3. Et quand elle arrive, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer jusqu'à 2 cartes personnages coûtant 2 ou moins de votre défausse dans votre main. Donc dans des decks pareil, hein, très agressifs, c'est une carte qui est vraiment excellente, je trouve. Alors bien sûr elle est non ancrable, hein, mais c'est une carte qui va vous permettre de récupérer énormément de petites créatures qui, en plus, que ce soit en jaune ou en vert, il y a beaucoup de cartes qui coûtent 1 ou 2 qui vont lorer entre 2 et 3 lore par tour. Donc voilà, je pense que ça va être vraiment intéressant. On termine cette couleur ambre par une légendaire qui est nulle autre que Aurore. Et qu'est-ce qu'elle fait du coup pour 3 ancrables? C'est une 1-4 qui leur a 2. Bon, les stats sont pas folles, mais ça leur a 2 tout de même, c'est pas mal. Ce qui est très important, c'est que c'est une Mélomane 5 et que chaque fois que vous retirez au moins un dommage d'un personnage, on redresse ce personnage et il ne peut partir ni à l'aventure ni défier pour le reste de ce tour. En revanche, ce qu'on veut lui faire, c'est chanter des chansons, et vu qu'elle est Mélomane 5, c'est quand même hyper intéressant. Ça combotte extrêmement bien avec Réponse. Et du coup, je pense que ça va clairement prendre la place des Gastons sur les styles song. Alors, je crois que c'est surtout aux États-Unis hein, qu'on joue le Gaston. Mais du coup, ça m'étonnerait pas qu'elle ait sa place quand même dans les méta européennes. Ça peut faire vraiment des bêtises. Hein. Donc, on verra bien. Mais je pense que c'est pas une légendaire pour rien. Ensuite, donc, on va passer à Améthyste. Alors, encore une bicolore. Un Hades. Qu'est-ce qu'il fait? Pour 6 non ancrables, une 4-6. Donc c'est des stats qui sont tout à fait honnêtes.
ça l'or à 2, donc c'est très bien. Et lorsqu'on joue ce personnage, vous pouvez choisir un autre de vos personnages et lui infliger 2 dommages. Alors déjà, c'est une action qui n'est pas obligatoire, on le fait si l'on a envie. Et si on le fait, du coup, on peut choisir un personnage coûtant 3 ou moins et le bannir. Donc c'est typiquement l'effet de Médusa. Le malus, je pense que ce n'est pas vraiment un malus sur cette bicolorité. Tout simplement parce qu'on a un nombre assez important de boots, donc qui vont permettre de remonter en main les personnages qui seraient potentiellement blessés par ce Hades. Mais en plus de ça, je pense que du coup, les personnages qui déplacent les dégâts, comme Belle, par exemple, hein, la Belle qui coûte 5, qui quand elle arrive en jeu vous permet de déplacer 3 dégâts d'un personnage sur un autre personnage, ça va vraiment permettre d'amplifier cette mécanique du coup du Hades. Et en plus de ça, alors je sais pas s'il sera énormément joué, mais on a un panique qui pour 4, il me semble, en Crable, quand il arrive en jeu, permet de déplacer jusqu'à 2 dommages d'un de nos personnages sur un personnage adverse. Donc avec ce Hades, il aurait tout à fait sa place, et du coup pour moi, cette première... ce malus entre guillemets que nous inflige la carte, on peut vraiment la transformer en bonus. En tout cas, c'est mon avis. Donc je pense que clairement ce Hades il va prendre facilement la place des Médusas. Ensuite, le Cobra géant. Alors, encore une bicolore. Pour 3 ancrables, une 4-4. Donc déjà c'est surstaté par rapport au coût. En contrepartie, elle a une nouvelle mécanique qui est donc dissipation, et cette mécanique fait que dès que la créature est choisie par une action, en fait on bannit automatiquement ce fameux cobra. Donc même si c'est une capacité qui n'inflige pas de dommages, ce cobra il dégage. Alors bon, c'est effectivement c'est un malus, mais le fait que cette carte soit overstat, je pense que c'est très intéressant. En plus, il y a une carte qui permet, le fameux Jafar, qui permet de récupérer en plus les cartes dissipation en main lorsqu'elles se font bannir. Donc, bon, à voir. Si la méta est très portée sur le Amber Steel Song, effectivement, peut-être que les dissipations n'auront pas trop leur place, mais je pense que ça va être quand même une mécanique très forte. Et du coup, en plus de ça, pour terminer, lorsque on joue ce personnage, on peut défausser une carte pour gagner 2 éclats de l'or. Et clairement, dans cette bicolorité, on n'est pas en général en manque de cartes ou en manque de pioches. Donc on va facilement, je pense, leur bouncer en main pour leur jouer. Pour terminer une partie, c'est quand même très fort. On va peut-être pouvoir baisser un petit peu le nombre de chèvres qu'on a... Voilà, qu'on a dans ces decks-là, peut-être de 1 ou 2. Mais je pense que ça va facilement prendre la place des chèvres. Alors, pas complètement des chèvres, mais et puis la place des roses, qui sont également pour 3. Donc, je le rappelle, hein, les roses, c'est une 3-3 pour 3, qui, quand arrive en jeu, fait gagner un éclat de l'or. Voilà, donc je pense que ça prendra tout à fait la place de cette carte-là. Et en plus de ça, c'est une carte alliée. Donc on le verra ensuite, mais ça a son importance. On passe ensuite à la dernière de cette couleur améthyste, qui n'est nulle autre que la reine. Alors encore une légendaire. Pourtant je suis pas un... J'aime pas trop mettre les légendaires en avant, mais on va s'avouer que dans ce set là, il y a quand même une paire de modes légendaires. Donc voilà, on peut pas passer outre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Pour 4 ancrables, une 4-3. Donc bon, les stats, c'est honnête, mais sans plus. Elle n'a pas d'effet en arrivant en jeu, mais en revanche, quand on... Du coup, au tour suivant, lorsqu'on l'engage, on peut choisir un adversaire, choisir 3 cartes de sa défausse et les placer sous sa pioche pour gagner 3 éclats de l'or. En plus de ça, si vous avez déplacé au moins un personnage princesse de cette façon, gagnez 4 éclats de l'or à la place. Donc
c'est un très très bon loreur, même si il ne fait pas l'effet, elle ne fait pas son effet en arrivant en jeu. C'est quand même une carte qui a 4 de force, donc qui va pas se faire trade facilement par Medusa, ni Sisu, à moins qu'il y ait pas mal de blocs de glace. Donc elle a quand même pas mal de chances de rester sur le board. Et la mécanique, je la trouve très forte parce que clairement, ça va nous permettre, que ce soit sur un bleu-rouge, d'aller remettre les objets sous la pioche. Donc ça va énormément l'embêter, mais également les actions. Et quand on voit à quel point le Maui demi-requin a eu son importance sur le set précédent, c'est clairement une carte qui peut vraiment être méta. Alors clairement, c'est pas un tour 4, on va plutôt vouloir la jouer un peu plus tard dans la partie. Puisque de toute façon, il faut réussir à mettre les 3 cartes dans la défausse de l'adversaire. Mais jouer en 2 exemplaires, dans tout deck améthyste, je pense que c'est quand même vraiment pas mal. Je peux me tromper, hein, mais ça me paraît fort. On enchaîne avec, du coup, la couleur émeraude. Et on va commencer avec ce Baymax. Donc pour 6 non ancrable, une 5-5 qui leur a 2. Bon, les stats sont tout à fait honnêtes. En plus, ça leur bien. On est sur des couleurs qui vont ramper, donc ça peut se jouer assez rapidement. Mais c'est surtout que c'est une carte qui est la seule à avoir cette mécanique-là pour le moment, qui est une alter universelle. Du coup, qui peut s'altérer sur n'importe quel personnage. Donc ça paraît assez fort quand même. Hein. Pour 4, tour 4, sachant que vous êtes censé avoir rampé avant, c'est-à-dire tour 3, vous êtes capable de jouer ce Baymax. Donc au tour 3, une 5-5 qui leur a 2, qui arrive en jeu, et qui permet en plus de chanter pléthore de chansons, que ce soit de gestion en vert, que ce soit de rampe en bleu. Ça me paraît quand même assez fort. Et en plus de ça, si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité alter, on peut retirer tous les dommages présents sur lui. Alors clairement, je vois pas 30 000 créatures sur lesquelles il va pouvoir s'altérer. Je pense peut-être à Typo. Il y a également la 1-3 verte, Ursula, qui permettent d'aller faire défausser une carte chanson dans la main de son adversaire. Donc voilà, c'est des créatures qui, une fois sur le board, ont plus trop d'importance quand elles ont fait leur pouvoir d'arriver en jeu. Leur capacité, pardon. Et du coup, ça fait quand même une bonne base d'altération pour ce Baymax. Bon, à voir. Je peux me tromper, mais je pense que c'est une carte qui va être assez intéressante. Et en plus de ça, elle est floodborn, et ça a également son importance, parce qu'on va le voir juste après. Avec ce Hiro Hamada, qui pour 7 ancrable est une 4-6 qui leur pour 3. Donc c'est vraiment très bien. Qui est Alter 5. Il y a notamment d'ailleurs un petit Hiro Hamada qui me semble qui est pas trop mal en base d'altération, qui pour 3 ancrable, qui est une 3-3 qui l'aura 1, mais qui fait que quand on altère sur cette carte, ça nous permet de piocher. Donc voilà, ça pourra faire une bonne base d'altération pour ce Hiro Hamada. Et donc qu'est-ce qu'il fait ? Il fait que vos personnages floodborn, avec une carte sous eux, gagnent insaisissable et hors d'atteinte. Donc ça me paraît vraiment extrêmement fort, voire un peu cheaté, parce qu'on est sur un deck qui va ramper énormément au début de jeu. On est sur un deck qui peut comporter pas mal de floodborn. J'ai regardé rapidement la liste de ce qui pourrait être intéressant, du coup, juste en vert. On a le Diablo, donc ça serait une 2-2 insaisissable et on lui donne l'or d'atteinte. On a la Belle qui s'altère pour 3, qui coûte 5 à la base, qui est donc une 3-3 qui leur a 3, et dès qu'elle est défiée, le propriétaire du personnage qui l'a défiée se défausse de toute sa main. Et donc ça, une carte comme ça qui est hors d'atteinte, ça me paraît costaud. Le fameux Baymax donc qu'on vient de voir, et la Clarabelle,
La Clarabelle qui pour 7 est une 5-6, qui s'altère pour 5, qui l'aura 2, et en plus qui va au début, à la fin de votre tour, vous choisissez un adversaire, s'il a plus de cartes en main, vous pouvez piocher jusqu'à en avoir autant que lui. Donc juste en vert, hein, ça permet quand même à toc toc toc, 4 x 4, 16 cartes, plus les 4 Hiro Hamada à 20 cartes, d'être insaisissable et hors d'atteinte. Ça me paraît très costaud. Bon, à voir, hein. Ça se trouve, ce sera trop cher, ça repasse sa place dans le vert bleu, mais bon, ça me paraît quand même très très costaud comme carte. Et enfin, on va terminer du coup, hop, avec ce petit Pat. Alors, qu'est-ce qu'il fait ce Pat? Pour 6 ancrable, une 5-5 qui aura 2, donc des stats encore une fois tout à fait correctes, qui s'altère à 4. Et tant que ce personnage est épuisé, les personnages adverses ne peuvent pas être épuisés pour chanter des chansons. Et vos personnages pirates gagnent résistance +1. On commence à entrevoir un deck pirate en vert gris qui peut être très très costaud et qui va pouvoir résister assez facilement au deck Steel Song, notamment avec la base d'altération de ce Pat qui sera nul autre que le Pat 3-3 qui empêche les créatures, qui empêchent en fait de faire des chansons ou actions sur le tour suivant. Enfin, jusqu'au début de votre prochain tour. Donc là, ça rentre très très bien dans la curve avec l'autre Pat. C'est clairement orienté anti-Steel Song, mais ça va également. C'est possible que ça bloque des decks comme bleu-rouge qui ont envie de ramper. Comme le bleu-gris. Voilà, ça me paraît quand même très très costaud. Donc je vous conseille de le récupérer en foil rapidement, parce que ça m'étonnerait pas que ce soit des cartes qui explosent au niveau des prix. Alors ensuite en rouge, c'était un peu plus compliqué comme couleur. Il y avait à mon sens pas grand chose qui valait vraiment la peine, à part une carte. Bon, on va en discuter après. Mais du coup, on va déjà découvrir le diamant œil du diable, qui est un objet pour 2, qui est ancrable. Et qu'est-ce qui fait cet objet? Quand on l'incline, si l'un de nos personnages s'est vu infliger des dommages ce tour-ci, gagner un éclat de l'or. Clairement, dans un deck rouge, on va facilement aller trade le board adverse. Donc je pense que ce sera un objet qui peut avoir sa place en 1 ou 2 exemplaires pour aller faire du lore passif en fin de partie. Je pense notamment aux Maui, hein. Que ce soit les Maui classiques ou les Maui demi-requins. Ça peut être les dingos, si on reste sur des rouges-bleus un petit peu orientés sur ce qu'on a pu voir en Australie. Bon, je pense que c'est une carte qui peut être jouée. C'est pas la carte du siècle, mais ça reste honnête. On enchaîne avec alors le Balou. Oui, je sais, vous allez être étonné que je la mette là. Il y a beaucoup de personnes qui la dénigrent cette carte. Moi, je l'aime bien. Alors, je me trompe peut-être, et sûrement d'ailleurs, si je suis le seul à penser ça, mais imaginons que vous jouiez un Maui requin tour 6. Tour 7, vous jouez ce Balou. Vous allez pouvoir trade une créature avec votre Maui requin sans prendre de dégâts. Ça me paraît costaud. Et du coup, c'est également une très bonne protection pour le Maui requin contre les sorts. L'adversaire va être obligé de gérer ce Balou avant de pouvoir gérer vos Maui requins. En plus de ça, vous avez quand même des cartes qui vous permettent d'augmenter la force de vos créatures. Je pense notamment à la sphère rouge. Donc vous pourriez très bien donner plus 2 d'attaque, je sais pas, hein, ça peut être si vous avez une grosse Sissou qui a 5 d'attaque, vous lui donnez plus 2, ça devient une 7-4.
Voilà, ça vous permet d'aller trade des personnages gratuitement sans prendre de dégâts. Donc ça me paraît quand même pas si mal. Alors, malheureusement, c'est non ancrable. Je pense que c'est une carte qui peut jouer en one-off. 2 exemplaires, grand maximum. Mais il pourrait y avoir des surprises. En tout cas, moi, je vais la tester. Je vous ferai des retours, en tout cas, sur mes deck builds là-dessus. Mais je pense qu'il faut pas la sous-estimer. Après, comme je l'ai dit juste avant, je peux me tromper. J'ai pas la science infuse. Mais voilà, moi, c'est une carte qui me plaît pas mal. Et on va terminer avec ce fameux Mouchou qui a énormément fait parler de lui. Du coup, pour 5 ancrables, une 4-4 qui ne lore qu'un. Mais chaque fois que l'un de vos personnages défie, il gagne résistance plus 2 durant ce défi. Et durant votre tour, chaque fois que l'un de vos personnages en bannit un autre via un défi, gagnez 2 éclats de l'or. Donc ça clairement ça marche très bien avec les Kaloun, ça marche avec les Robin des Bois Alter, ça va marcher avec les Maui, que ce soit les classiques et les demi-dieux et les demi-requins. Ça marche avec beaucoup de cartes. Alors malheureusement les gens je pense vont très vite se faire à cette carte et vont soit la gérer tout de suite, soit ne pas incliner leur board quand elle sera en jeu. Donc jouer avec des mécaniques de boons pour essayer de la contourner, hein, par exemple. Mais c'est quand même une carte qui va faire vivre quand même une nouvelle bicolorité et je trouve ça quand même intéressant. Voilà, on a quand même un deck rouge-gris qui apparaît être quand même plus ou moins méta. À voir si ça perdure. Le set n'est pas encore sorti, hein, mais il y a quand même pas mal de créateurs de contenu qui font des essais sur cette carte et ça a l'air assez concluant quand même. Donc voilà. Seul l'avenir nous dira ce qu'il en est. On enchaîne avec bleu. Alors, pareil, bleu, bon, il y a quelques bonnes cartes, mais j'essaie toujours d'essayer de ressortir, que ce soit des communes, des peu communes. Donc il y a certainement une carte, vous allez vous demander pourquoi je ne l'ai pas mise, mais voilà, j'avais envie de mettre en avant certaines autres petites cartes qui peuvent être intéressantes. Donc pour 2 ancrables, spirale de saphir, c'est un objet, et qui fait que durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, vous pouvez choisir un personnage qui subit moins 2 de force pour le reste de ce tour. Donc clairement, ça va permettre de pouvoir baisser un petit peu le nombre. J'allais dire de glace à l'eau, mais non, pas de glace à l'eau. J'ai plus le nom, c'est pas grave, ça me reviendra plus tard. Mais vous voyez de quoi je parle. Celle qui combatte avec 6 sous pour 1, qui est non ancrable et qui permet de baisser d'un de force la force d'une créature adverse. Donc ça va vous permettre de baisser un petit peu justement le taux de ces objets à 1 et de les remplacer par ces spirales de saphir et donc de réduire le taux la quantité de cartes non ancrables que vous avez sur le rouge-bleu. Je pense forcément au rouge-bleu parce que c'est une carte qui va bien sûr comboter avec la grosse 6 sous et la petite 6 sous ainsi que la fameuse action dont j'ai plus le nom, qui permet pour 3 de bannir un personnage de 2 de force ou moins. Donc voilà pour la spirale de saphir. La belle, on n'arrête pas d'en entendre parler, il y a des petits détournements qui sont fort sympathiques dessus, avec le sigle légendaire à la place du sigle carte commune. Donc pour 3, ancrable, une carte 3-3 qui, durant votre tour, lorsque vous choisissez un objet et que vous le bannissez, vous pouvez jouer ce personnage gratuitement. Donc clairement, dans un deck bleu-rouge ou bleu-gris, sacrifier un objet, c'est pas bien important. Et pouvoir mettre, voilà, limite gratuitement, du coup, une carte, une 3-3. Alors je pense que ce sera concrètement plus joué sur un bleu-gris que sur un bleu-rouge. Mais c'est une carte qui est quand même très forte, hein. On va pas se mentir.
En tout cas, elle fait couler beaucoup d'encre. On enchaîne avec Tamatoa. Ce sera donc la troisième carte en saphir. Donc pour 6 ancrables, une 4-5 qui aura 2. Déjà, c'est des stats tout à fait honnêtes. Et qu'est-ce qu'elle fait lorsque vous jouez ce personnage? Renvoyez dans votre main jusqu'à 2 objets de votre défausse. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez jouer un objet gratuitement. Donc ça, on pense tout de suite au sous-fétiche. Ça va permettre de remonter en main des glaces à l'eau. Voilà, toutes sortes d'objets qu'on va pouvoir jouer en tour 1, tour 2. Sur le bleu-rouge ou le bleu-gris. Donc ça paraît quand même très fort. Du coup, carte suivante. Hop, donc première carte sur cette color. Style, donc acier. Alors, pour 4 non ancrables, une 2-4. Donc bon, pour le coup, et en plus non ancrable, c'est pas fou au niveau des stats. Ça leur a 2. Mais surtout, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez jouer gratuitement un personnage allié coûtant 3 ou moins. Et tant que ce personnage est épuisé, vos personnages alliés gagnent +1 de force. Alors, je vous disais tout à l'heure que le fait que le Jafar était allié avait son importance. Et bah vous allez voir qu'il y a quand même une paire de cartes qui sont intéressantes à jouer juste dans la bicolorité style améthyste. Parce que rien que dans cette bicolorité, on a quand même une paire de cartes intéressantes en allié. Bon, même si c'est pas ce qu'on va vouloir aller chercher forcément tout de suite avec ce fameux Aladdin, mais il y a quand même du coup les adeptes de Tchernabog, le Diablo, le Raja avec dissipation, ce fameux Cobra géant, donc très intéressant quand même. Tour 5, vous partez à l'aventure, vous jouez ce Cobra géant gratuit, c'est quand même pas mal. Monsieur Mouche, Lorenz et surtout le prof. Donc ça, pour aller reprendre un peu en tempo, c'est quand même vraiment sympa. Hein. Pouvoir jouer un prof gratuitement et du coup garder son mana pour pouvoir reposer derrière ce qu'on va piocher, ça me paraît quand même très intéressant. Donc voilà, peut-être que je me trompe sur ce Aladdin, mais j'aime beaucoup cette carte. On verra du coup ce qu'il en est dans les semaines à venir. Ensuite, on a Docteur Calico qui pour 4 ancrables est une 3-4, donc les stats par rapport au coup c'est pas top. Mais tant que ce personnage n'a aucun dommage, il gagne résistance +2. Et ça c'est quand même très fort, cette capacité résistance. Ça permet quand même avec cette carte d'aller chercher, je sais pas moi, une Médusa sans se faire trade notre carte. Du coup on se prend pas les Madame Mime Renard. Voilà, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de cartes qui sont intéressantes à aller chercher avec ce fameux Calico. Et en plus, en violet gris, on peut également du coup déplacer les dommages si jamais il en reçoit, du coup avec soit la belle, soit la fameuse carte panique dont j'ai parlé juste avant. Enfin juste avant, sur la couleur violette. Donc voilà, Docteur Calico à garder à l'œil, je pense. Et enfin, on va terminer avec ce Gantu. Qu'est-ce qui fait ce Gantu pour 4 non ancrables, une 2-4. Donc pareil, hein, on est toujours sur un slot à 4 d'ailleurs. Hein. Ça fait beaucoup de cartes à 4 intéressantes sur cette couleur. Va falloir faire des choix. Et du coup, lorsque vous jouez ce personnage, aucun personnage ne peut être épuisé pour chanter une chanson jusqu'au début de votre prochain tour. Donc encore une carte anti-Steel Song, on a l'impression, et jouer une action ou un objet coûte 2 de plus à tous les joueurs, donc également à nous. Mais si on joue un deck vert-gris ou gris-violet, logiquement, on joue pas trop d'objets. En action, ça peut arriver, et au pire, ça ne compte pas pour chanter des chansons. Et du coup, cette carte, elle me paraît très forte parce qu'elle rentre encore une fois. Donc, si on joue par exemple en gris vert,
On peut jouer le Pat tour 3. On peut jouer le Gantou tour 4. Et là-dessus, on peut aller rejouer l'altération de Pat au tour 5. Donc, 3 tours où le Steel Song ne peut pas chanter. Clairement, vous l'enterrez, je pense. Hein, si vous arrivez à sortir cette combo. Et en plus de ça, tant qu'il vous gère pas, enfin j'allais dire une bêtise, tant qu'il vous le gère pas, le Gantou, ça va lui coûter 2 de plus, mais non. Mais le fait que les objets ou les actions coûtent 2 de plus tous les adversaires, et ben un rouge-bleu qui va pas pouvoir vous gérer le Gantu, ça veut dire sans soyez prête, il va coûter 9. La moindre action, celle qui permet de gérer un personnage de 2 de force ou moins, au lieu de coûter 3, elle coûte 5. Tous les objets, clairement, je pense qu'on n'a pas envie de jouer une glace à l'eau pour 3. Ça paraît un peu aberrant. Donc le Gantou me paraît très intéressant. Voilà, à garder à l'œil également. Et du coup, je crois que c'était la dernière carte. Tout à fait. Hop, du coup, on va revenir sur cette caméra-là. Et j'espère, du coup, que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas le petit like, on commente, on partage, et puis on s'abonne. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!